Eh ben, bonjour à tous et merci de me laisser moi aussi participer et tenter d'apporter ma pierre à cet édifice du capital environnemental. Moi je m'intéresse, et on va s'intéresser du coup là, pendant 20 minutes, au capital environnemental passé au travers des initiatives citoyennes. Je vais orienter ma communication via plusieurs objectifs. Dans un premier temps, je voudrais décrire des mouvements citoyens que je juge invisibles, en tout cas au lieu de la ville, des mouvements qui mettent au centre de leurs préoccupations un certain droit à la ville. Dans un deuxième temps, il s'agira d'esquisser une théorie du contexte des formes du capital en sociologie et ensuite d'élaborer des pistes d'incarnation de ce capital environnemental dans les initiatives citoyennes. Côté méthodologie, c'est un travail de thèse qui est en cours. Donc c'est sur la ville de Lyon. Je m'intéresse notamment à deux quartiers en particulier, le quartier de la Guillotière et le quartier de la Croix-Rousse. Je mène essentiellement des entretiens semi-directifs auprès des responsables de ces initiatives citoyennes, mais également auprès des salariés, car certaines ont des salariés, et auprès des bénévoles. Il s'agit aussi d'observations participantes, il manque deux S, et non participantes à des réunions internes, des événements et des regroupements. Il y a également une étude documentaire sur les chartes, les sites, les dépliants de présentation, etc. de ces initiatives. Première notion sur laquelle je voudrais revenir, qui sert un peu mon contexte, en fait un peu la base aussi de ma thèse, c'est l'omniprésence, alors déjà d'une notion qui aujourd'hui un peu dans tous les médias et dans toutes les bouches, c'est la notion de crise. On serait en pleine crise, alors évidemment sociale, environnementale, économique, mais aussi identitaire. On a véritablement une forme de désordre, de chaos, qui serait créateur d'ailleurs de dynamique sociale selon Ricoeur. Une situation dans laquelle l'ordre établi est bousculé et où il y a une perte de repères. On serait finalement en fait dans énormément de situations d'incertitude, de désordre au quotidien. Selon le Ricbeck, on serait dans une société du risque, en fait, où la production de richesse devient inséparable de la production sociale des risques. On a eu différentes catastrophes sanitaires et puis bien d'autres qui nous rappellent qu'on vit véritablement dans une société du risque, où on est en fait acteur, mais également victime de ces risques créés, alors soit produits de manière évidemment non intentionnelle, mais selon Ricbeck, par la modernisation des procédés, les technologies, etc. Dernière chose, on a des risques, notamment en matière d'environnement, qui sont prévisibles, calculés. On pense aujourd'hui la société, par la statistique, on est une certaine part de société assurantielle. On conduit malgré tout, malgré l'analyse de ces statistiques, malgré qu'on sait ce qui nous attend, on continue à produire des risques environnementaux. Il faut dire qu'il y a un décalage en fait très fort entre les risques qui sont perçus par les citoyens, qui sont jugés subjectifs, et les risques perçus par l'institution, par des acteurs, j'appellerais des acteurs éminents, qui seraient eux objectifs. Les risques perçus par la population en fait seraient irréfléchis, irrationnels, voire illégitimes, quand ils sont mis en tout cas sur la place publique. On a pourtant un cadre international alors, qui est très fort pour l'environnement. On peut critiquer, et la notion d'ailleurs est très critiquable, notamment pour ses nombreux paradoxes, le développement durable. Il n'empêche que ça a été, selon Nicolas Buclet, un cadre très fort, finalement, la conscientisation aujourd'hui des populations, mais également des acteurs locaux, des villes. On a de plus en plus d'initiatives de l'action publique locale qui tentent de remettre finalement une certaine écologie urbaine au centre de la ville. On a notamment les écoquartiers qui interviennent dans ce sens. On a également des arènes de participation qui tentent de voir ce que pense le citoyen et de mettre finalement les risques qu'il perçoit aussi en avant. Malgré tout, on reste, et je veux encore une référence à laquelle on a trouvé Barthes dans ce colloque, on reste finalement dans une imposition des savoirs dans ces différentes arènes de participation. On a également des solutions qui sont mises en place, mais qui sont non adéquates par rapport au comportement individuel.
J'en veux pour exemple la température de référence, par exemple dans les écoquartiers, qui est de 19 degrés et qui ne prend pas en compte finalement les besoins de certaines personnes qui, évidemment, à 19 degrés, ont très froid. On a aujourd'hui la notion d'éco-citoyenneté qui est très importante, qui est relativement normative. On considère un citoyen en fait comme coupable, incité à réparer les conséquences de ses excès. On réitère en fait la notion de citoyenneté, on la réenchante par un modèle vertueux et paradigmatique, nous dit Denis Laforgue. Malgré tout, ça reste une logique très top-down qui repose sur des schèmes d'identification relationnelle, symétrique et capacitaire. C'est-à-dire qu'on conçoit l'individu comme capable finalement de recevoir les messages qu'on lui donne et d'adapter ses comportements pour être un éco-citoyen modèle. On ne prend pas finalement en compte la question des éléments contingents, affectuels, affectifs, familiaux, esthétiques, économiques aussi, qui régit le quotidien de chaque acteur. Je m'intéresse donc aux initiatives citoyennes. Je définis comme initiative citoyenne tout groupement d'individus, d'acteurs ordinaires qui organisent des actions et qui agissent pour le développement durable sur le territoire. Ils prônent des valeurs, des pratiques spécifiques, comme on va le voir, tout de suite. Elle s'érige donc dans un contexte de préoccupation environnementale et surtout hors des processus décisionnels. Pourquoi hors des processus décisionnels? Car ils jugent en fait une action publique alors inefficace et qui ne prend pas en compte finalement leurs valeurs et leur perception des risques de la société. J'en distingue du coup 4 sur le territoire lyonnais, 4 types d'initiatives citoyennes. On a des initiatives qui, dans un premier temps, remettent la nature au centre de la vie, au centre de la ville, avec notamment la réutilisation de friches urbaines pour planter des fleurs, faire des jardins partagés aussi. On a des initiatives qui vont remettre la consommation durable au centre de la ville. Là, on va faire le lien ville-environnement avec l'installation de composteurs pour recycler les biodéchets ou les circuits courts avec les amas, par exemple. On a des initiatives qui vont être plus dans l'idée de changer véritablement de démocratie. Alors d'abord, on parle de démocratie durable. Là, donc, on est plus dans la pédagogie avec l'installation de forums en ligne aussi pour donner la parole aux citoyens. La formation aussi aux enjeux du développement durable aux plus jeunes. Et on a un dernier type d'initiative qui va s'orienter vers les économies d'énergie et tout un ensemble de dispositifs techniques pour tenter de consommer moins au quotidien et d'agir finalement au niveau individuel. Passer ces ces types, j'aimerais revenir du coup sur l'importance de la notion de capital en sociologie finalement. La notion de capital en sociologie, donc l'ensemble des ressources dont disposent les individus et les groupes qui affectent leur trajectoire, scolaire, professionnelle, matrimoniale, familiale. Ces notions, ces concepts de capital économique, culturel et social ont permis d'éclairer en sociologie de nombreux parcours d'individus. Ça a essentiellement permis d'analyser notamment les inégalités de destin, mobilité sociale, et de rompre avec finalement certains types d'analyses en termes de classe. On utilise également en géographie comme en économie le capital culturel, naturel, pardon. Le capital naturel qui m'a beaucoup intéressé, je ne le connaissais pas avant, et qui a véritablement permis, je crois qu'on a déjà pas mal abordé dans ce colloque, qui a véritablement permis en fait de percevoir, peut-être de quantifier aussi les ressources naturelles et de décrire finalement la situation d'urgence dans laquelle on était. Dans une seconde partie, j'aimerais véritablement investir le capital environnemental et voir comment il s'incarne au travers de ces initiatives citoyennes. Si on a aujourd'hui des outils d'évaluation, des outils d'économie qui permettent de mesurer précisément l'efficacité d'une politique environnementale, ceux-ci ne prennent finalement que peu en compte les effets bénéfiques ou non pour le territoire, directement convertibles cette fois en bien-être. On a en fait des outils qui n'arrivent pas à rendre compte des parts relatives que les différents acteurs accordent à l'investissement économique dans l'environnement, faute de prendre en compte la structure de leur patrimoine. On laisse ainsi par ces évaluations échapper en fait des investissements domestiques, civils, de capital environnemental et la potentielle rentabilité finalement des dépenses environnementales pour la société. Donc cette notion de capital environnemental me paraît importante, me paraît riche en tout cas, et pertinente pour se saisir de ces processus et mécanismes
qui vont être, ici dans le cas présent, dans les deux exemples que je vais développer, incarnés par les citoyens. Je vais prendre un premier exemple avec une initiative donc, qui s'appelle les compostiers. Leur credo, c'est la mise en place de composteurs de quartiers, d'immeubles, pour permettre en fait à tout un chacun de recycler leurs biodéchets. Ils animent également des formations pour que les habitants, les propriétaires, copropriétaires, installent des composteurs également au pied de leur immeuble. Donc il y a un projet qui se résume en quelques objectifs finalement assez simples. C'est produire un amendement naturel pour les sols également, réduire l'utilisation d'engrais, réduire le poids des déchets, l'empreinte écologique de tous, favoriser le lien social et responsabiliser les individus en développant une certaine conscience finalement de l'environnement qui, selon eux, viendrait à manquer. Il y a une logique finalement assez cyclique dans l'idée de donner une deuxième vie aux déchets, et comme je dis dans le passage de l'entretien, qui est de tout considérer comme potentiellement une ressource. Donc on a certains capitaux qui sont convertis finalement pour ici tenter de faire un capital environnemental, de créer du capital environnemental. On a déjà un capital matériel, on a la présence du déchet, du biodéchet, qui serait d'ailleurs habituellement pas forcément considéré comme un véritable capital matériel. On a également la conversion d'un capital culturel incorporé, donc une propriété, j'ai mis la définition fait corps, devenue partie intégrante de la personne, un habitus, un capital personnel qui ne peut pas être transmis instantanément. Donc ce capital culturel incorporé serait la passation via les différentes formations de savoir-faire, mais également une certaine conscientisation de l'environnement. On a également un investissement en termes de capital social et économique pour la construction tout simplement des composteurs. Et la mobilisation également aujourd'hui des bénévoles pour l'ouverture de ce composteur. Deuxième exemple, c'est l'habitat participatif. On en a un exemple qui est très médiatisé sur le territoire lyonnais. C'est le village vertical de Villeurbanne. Donc c'est un habitat participatif, des formes d'habitat où un groupe d'individus en fait décide de A à Z de la construction de leur logement. Il y en a qui définissent ça comme une coopérative d'habitants, habitat participatif, etc. Il y a plusieurs notions qui pour l'instant gravitent autour de ça, et habitat participatif est en train de ressortir en tout cas du côté scientifique. C'est des initiatives donc marquées par l'écologie, avec tout un ensemble, comme je disais tout à l'heure, de dispositifs techniques sur isolation, chaudière bois, panneaux solaires, etc. Et on a finalement dans ces habitats participatifs une mise en avant des économies d'énergie pour un agir finalement au quotidien. Dans ce village vertical, les habitants mobilisent trois types de capitaux. Il y a la mobilisation d'un capital économique pour la construction, forcément, du logement, qui coûte finalement assez cher. On a la mobilisation d'un capital social, très important, puisqu'il faut fédérer un groupe de personnes, il faut fédérer aussi des acteurs professionnels, il faut fédérer aussi des ressources politiques pour arriver à monter ce projet, pour notamment la prise du terrain, peut-être la médiatisation après, etc. Et on a également un investissement de capital culturel, avec notamment un savoir-faire de chacun, une appropriation des nouvelles formes d'habiter, puisqu'on aura un bâtiment performant où il faudra apprendre aussi à habiter avec ces dispositifs techniques. Chauffage par thermostat, ventilation de flux, exposition au soleil pour la chaleur en hiver, etc. Donc il y a tout un ensemble aussi d'habitudes à incorporer pour vivre dans ces espaces. Ces deux exemples renvoient à tout un ensemble de valeurs. Alors ici j'en ai listé trois parce que c'est celles qui ressortent aussi beaucoup sur les entretiens. Je parle aussi de justification au sens de Boltanski. Il ressort beaucoup en fait l'idée d'écologie urbaine, l'idée de revenir à une acception première de l'écologie, notamment, peut-être en versus, mais c'est pas toujours clairement explicité, en versus de l'écologie politique. On a également la valeur de citoyenneté qui est très importante, dans le sens où pour eux la citoyenneté, on revient finalement à l'acception première de la citoyenneté, qui est d'agir pour la cité et agir finalement pour le bien commun des habitants et de la cité, comme je l'ai dit. Et d'avoir, comme j'ai noté ici, une personne égale une voix.
On a également des valeurs de lien social, de solidarité, avec une diversité de publics. L'idée, en fait, c'est mixité sociale, échange, faciliter l'intégration, etc. Et inclure également les publics en difficulté. On a également des valeurs émergentes qui sont adossées à ces valeurs-là. On a une logique qui ressort, c'est la logique du hacking. Ils appellent en fait piratage la réutilisation de certaines friches qui devaient servir à quelque chose. Il y avait un projet de la ville sur cette friche et les habitants vont la réutiliser en fait pour la détourner finalement pour en faire autre chose. On a la présence aussi très forte du faire soi-même, du do it yourself, qui nous renvoie au terme de makers de Chris Anderson. Et on a un intérêt collectif, citoyen, j'insiste là-dessus, puisque c'est un intérêt en fait qui irait au-delà du bien commun. Donc, je me demande d'ailleurs si le bien commun ne serait pas... il y aurait en fait un bien commun, une vision institutionnelle finalement du bien commun, et eux définiraient finalement un intérêt collectif qui irait au-dessus de ce bien commun. Et ils insistent notamment sur les communs, ces choses qui n'appartiennent à personne, mais dont l'usage est commun à tous. Pour terminer, en fait, je vais me demander maintenant s'il y a également une coproduction, enfin, production d'abord du capital environnemental par l'institution. Je prends l'exemple d'un financement en fait régional dont bénéficie justement une association. C'est un appel à projet Rhône-Alpin éco-citoyen, donc c'est valoriser les initiatives pionnières originales dans le domaine de l'éco-responsabilité et de l'adaptation au changement climatique. On a en fait via ce financement une certaine dimension normative, puisqu'on, enfin en tout cas c'est une impression, on vise à imposer finalement une vision du capital environnemental, et là déjà qui se rapproche de l'éco-citoyenneté telle qu'on en a parlé au tout début de cette communication. Donc ce financement, c'est des aides qui sont associées à des obligations de moyens, réunions, cadres, voilà, des obligations finalement assez peu contraignantes. La ville et la région mettent ça, du coup peuvent s'en servir pour des plaquettes de présentation, pour justement justifier leur action de développement durable. Et on serait finalement dans une logique de marketing urbain, où là, ça deviendrait en fait un référentiel transversal qui doit imprégner l'ensemble des actions publiques menées. Donc il ressort en fait une certaine conception ici du capital environnemental, qui serait peut-être une conception alors dominante, peut-être qu'on va le voir après. Il faut voir aussi qu'il y a les initiatives citoyennes sont peut-être instrumentalisées finalement pour une certaine compétition, également alors entre les acteurs politiques, mais également entre les territoires, puisqu'il y a la mise en avant finalement d'actions pour le développement durable qui permet de rendre à la fois le territoire attractif, mais également le territoire qui est mis finalement sur les rails de la trame verte. Et il y a une autre forme d'investissement dans ce capital environnemental, donc il y a des écoquartiers, jardins partagés, parcs, notamment les parcs qui sont très importants sur la ville de Lyon. Et donc on a une certaine conversion d'un capital économique par la ville, donc forcément par ses financements, mais on a également un capital culturel qui serait institutionnalisé, notamment avec le label Lyon Ville Durable, qui renvoie justement à tout ce qu'on disait, je crois que c'est avant-hier, sur les labels, avec l'identité d'un territoire, la confiance en certains produits, etc. Mais on a finalement, par ce capital environnemental peut-être institutionnel, une autre réalité sociale construite par rapport aux initiatives citoyennes. On voit notamment qu'il y a on peut faire des entretiens, alors que je n'ai pas mis sur la présentation ici, des problèmes d'échange. En fait, la plupart des acteurs associatifs ont affaire lors des différentes réunions, qu'on pourrait du coup qualifier peut-être d'arène de concertation. Il y a un problème d'échange, puisqu'ils échangent véritablement avec des techniciens et non pas avec des acteurs politiques, non pas avec des élus. Et un de leurs regrets à ces acteurs associatifs, c'est de ne pas pouvoir finalement tenter de changer les choses par le bas, et notamment de tenter de changer le point de vue des élus. Donc on est véritablement dans un rapport assez inégal, puisqu'on a également une imposition finalement du temps institutionnel sur ces initiatives, qui sont obligées parfois d'attendre 6 mois pour avoir une réunion,
voire plus, et encore pour avoir 30 minutes de technicien. Et voilà, donc il y a véritablement un problème d'échange, et qui, selon moi, peut-être contribue à une certaine forme de domination d'une vision d'un capital environnemental par l'institution. Donc pour finir, on peut dire que le territoire lyonnais est le terrain d'une coproduction du capital environnemental. Alors coproduction d'un côté par les acteurs institutionnels, de l'autre côté par les citoyens, mais finalement une coproduction surtout d'élite, d'experts, parce que les citoyens dont je parle, quand on s'approche un peu de la sociologie de ces acteurs-là, on s'aperçoit qu'effectivement c'est que des citoyens qui sont très bien dotés en capital culturel, diplômes, etc. Et je me demande finalement si déjà là on n'est pas dans une forme d'expertise, des citoyens experts, et qui seraient au-delà du citoyen ordinaire. Donc il y a quand même une coproduction de ce capital environnemental, donc sur différents niveaux, avec différentes représentations, justifications, comme j'en ai parlé, mais on a quand même des inégalités latentes, on l'a vu entre ces deux parties, mais des inégalités aussi avec les habitants qui, eux, ne sont pas forcément engagés. Je poursuis sur le fait que le capital environnemental peut être très utile, selon moi, pour mesurer les performances économiques, démocratiques, sociales peut-être d'un territoire. En mesurant, comme je l'avais précisé un peu avant, tous les investissements qui sont faits par les citoyens, par la ville, pour faire en fait l'environnement, pour faire l'écologie du territoire. Ce que j'appelle l'écologie urbaine. Et en dernière partie, pour moi, le capital environnemental pourrait presque apparaître en fait comme un nouveau registre de justification. Alors, en fait, Boltanski et Thévenot parlent du concept de cité. En fait, Bruno Latour s'était demandé si le développement durable, alors c'était dans les années 90, pouvait effectivement créer finalement une 7e cité, donc un registre de justification avec un état de grandeur, de petitesse, pour les acteurs. Mais en fait, le développement durable, il a certaines composantes qui sont finalement solubles dans différentes cités. Alors, si je me souviens bien, c'est industriel et civique notamment. Et là, je pense qu'avec cette notion de capital environnemental, on aurait peut-être les moyens théoriques, en tout cas, et après empiriques, de créer cette 7e cité avec tout un registre de justification de la part des acteurs. Donc au final, je dirais que le capital environnemental se montre comme déjà comme un objet pluridisciplinaire, mais surtout comme un moyen de mesurer tous ces investissements qui sont faits. Il se montre comme un investissement pour faire véritablement l'écologie urbaine de demain. Merci de votre attention.